Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous proposer un combat amical entre Dosimex et ChatGPT. Alors ce combat sera arbitré par le code de Monte-Carlo Re-Expert, code de référence. Alors, la thématique générale se portera sur le dimensionnement de protection en plomb autour d'une source de gamma-graphie de 3 Tbq de sélénium 75, le petit dernier arrivé dans la gamme des sources utilisant gamma-graphie. Alors pourquoi 3 Tbq? Parce que c'est l'activité maximale autorisée pour ce type d'appareil. Alors, l'objectif plus précis sera de déterminer l'épaisseur de plomb nécessaire pour atténuer le débit d'équivalent de dose d'un facteur 1000, voilà, un nombre rond et significatif. Alors, le combat se déroulera en 4 rounds. Le premier round, l'objectif sera de calculer le débit d'équivalent de dose sans protection à une distance d'1 mètre, calcul élémentaire a priori. Le deuxième sera de déterminer la couche de demi-atténuation ou écran moitié, la CDA, pour le sélénium 75 dans le plomb. Le troisième round sera de calculer l'épaisseur de plomb pour atténuer d'un facteur 1000 en utilisant le concept de CDA. Et enfin, le quatrième round sera de calculer là encore l'épaisseur de plomb pour atténuer d'un facteur 1000, mais sans utiliser le concept de CDA, si possible. Voilà. Donc c'est parti pour ce petit combat amical. Alors mon objectif, c'est pas de porter une critique sur ChatGPT ou quoi que ce soit. Je suis pas expert en intelligence artificielle. Simplement, l'idée, c'est que ChatGPT interroge les pratiques courantes dans ce domaine. Voilà, c'est tout. Donc c'est surtout ça que je voulais aller voir. Alors, premier round, calcul du débit d'équivalent de dose sans protection à 1 mètre. C'est ChatGPT qui commence. La question, calcule le débit d'équivalent de dose en millisieverts pour nos sources de sélénium de 3 Tbq à 1 mètre. Voilà. Je suis passé en mode raisonnement. Alors, le raisonnement est correct, aucun problème. ChatGPT s'appuie sur le concept de constante de dose, c'est-à-dire que le débit dose à 1 mètre, c'est l'activité fois cette constante qui s'exprime en millisieverts par Tbq. Voilà. Donc, je reviendrai sur le raisonnement. Et au bout du bout, on arrive avec ChatGPT à environ 35 millisieverts par heure. Voilà. Donc ça, on le note. Alors avec Dosimex GX, tout simplement Dosimex GX, il n'y a pas de raisonnement à tenir, il suffit d'aller chercher le code, voilà. Donc on va simplement, alors on va calculer en source ponctuelle, géométrie simple, rapide, voilà. Donc on va prendre le sélénium, 75, activité 3 Tbq, donc 3 E12 becquerel, on valide. Et donc, par défaut, la distance est 1 mètre, on lance le calcul et on trouve 206 millisieverts par heure. Voilà. Donc ça, on va le noter, 206 millisieverts par heure. Et on fait un Re-Expert. Alors, hop, voilà. Donc Re-Expert. Vous avez donc ici la source de sélénium 75. Donc vous voyez qu'elle est là, c'est bien du sélénium 75, 3 Tbq. Ça, c'est le dosimètre qui est bien à une distance de... Alors, je vous montre que c'est pas bidouillé. On est bien à une distance de 1 mètre. Voilà, 100 cm. OK. On lance le calcul. Donc on va envoyer 3 10 puissance 6 gamma. C'est parti. Alors ça va aller assez vite, c'est un scénario simple. Il n'y a pas d'écran, etc. Voilà, c'est parti. On voit le résultat qui s'affine, qui va converger. On est autour de... On va attendre. Le résultat converge. Et on est à 199 millisieverts par heure. D'accord? Donc je reviens ici. On a donc 199.5, etc. Donc on a bien 200 millisieverts par heure, un beau nombre rond. Donc si on regarde les résultats, donc ChatGPT nous donnait 35 millisieverts par heure, Dosimex 200 millisieverts par heure et Re-Expert 200 millisieverts par heure. Voilà. Donc il n'y a pas photo. Le premier round, il est pour Dosimex, donc 1-0. Alors ce qui est intéressant, c'est d'analyser les erreurs techniques commises par ChatGPT. D'accord? Voilà. Alors,
Au niveau du raisonnement, comme je le disais, c'est très bien, hein, c'est même surprenant. Voilà, donc il part sur ce concept de constante de dose. Alors, il n'a pas trouvé la constante de dose pour le sélénium 75, donc il va faire par une règle de 3, il va s'appuyer sur une constante de dose qu'il a trouvée pour le césium 137, à savoir 330 millisieverts par heure par térabecquerel à 1 mètre. Problème, c'est qu'en fait, la valeur correcte, c'est 92,5 millisieverts par heure. 330, c'est plutôt le cobalt 60. D'accord? Bon, voilà. Première erreur, je dirais technique, sur une constante. Ensuite, il va s'intéresser au sélénium 75. Il va d'abord aller chercher, alors le sélénium 75, on y reviendra, c'est un émetteur multigamma. Et il dit, alors il parle ici de rendement gamma, en fait, quand il parle de rendement gamma, le terme correct c'est intensité d'émission gamma. Hein, d'accord. Et donc il donne une intensité d'émission gamma totale de l'ordre de 7 à 8%. Bon, là encore, c'est faux, c'est 167%. Donc là, on voit qu'il y a une belle erreur, d'accord. Ensuite, bah, ce qu'il va faire, c'est qu'il va calculer, l'indice de dose. Alors, l'indice de dose, il appelle ça le produit rendement énergie, c'est vrai. Hein, donc, ce produit rendement, donc intensité d'émission énergie, hein, j'appelle ça l'indice de dose. On fait la somme s'il y a plusieurs énergies gamma. Et ça, cette quantité qui représente l'énergie moyenne libérée sous forme d'émission gamma par désintégration, c'est proportionnel à la dose. Donc d'où le terme d'indice de dose. Voilà. Et donc il trouve 19 keV par désintégration pour le sélénium 75 et 563 pour le césium 137. Hein, on retrouve bien 85% fois 662 keV. Voilà. Bon, le problème, c'est que la valeur correcte pour le sélénium 75, c'est 364 keV. D'accord. Voilà. Et donc, il fait le rapport des indices de dose, il trouve 0,035, alors que la valeur correcte de ce rapport, c'est 0,65. Il y a un facteur 20 quand même au bout du bout. Et il en déduit donc par cette règle de 3 la constante de dose pour le sélénium 75, donc 330 pour le césium 137, fois 0,035, et il arrive à 11,6 millisieverts par heure par térabecquerel pour le sélénium 75. Voilà. Bon, si on prend les valeurs correctes, on arrive plutôt à 60 millisieverts par heure par térabecquerel. Fois 3, puisqu'il y a 3 térabecquerels, et on arrive plutôt à 180 millisieverts par heure. Donc le raisonnement est correct, et s'il avait eu les bonnes constantes, il aurait dû trouver 180 millisieverts par heure, ce qui aurait été admissible. Voilà. Donc ce qu'on peut dire, c'est que ChatGPT ne se trompe pas sur le raisonnement, mais sur les constantes. D'accord. Voilà. Donc alors pourquoi, je n'en sais rien, hein, mais on peut noter que le raisonnement est correct, ce qui reste assez impressionnant. Hein, voilà, bon, c'est bien, mais peut mieux faire. Bien. Deuxième round, détermination de la couche de demi-atténuation pour le sélénium 75. Alors, la parole est à ChatGPT. Voilà la question, on calcule la valeur de la couche de demi-atténuation gamma pour le sélénium 75 dans le plomb. Et là, il prend la formule classique. Hein, alors, HVL, hein, c'est l'acronyme anglais pour CDA, Half Value Layer. Donc, il prend la formule classique, log de 2 sur mu. Alors, mu, c'est le coefficient d'atténuation linéique. Et 1 sur mu, c'est le libre parcours moyen. Fois log de 2, on retrouve cette couche de demi-atténuation. On y reviendra. Donc, tout ça, il va chercher la constante mu, ici, 22,7 cm-1, et il arrive à une couche de demi-atténuation qui est égale à de l'ordre de 0,3 mm. D'accord. Bien. Avec Dosimex, comment va-t-on faire? Alors avec Dosimex, on ne va pas utiliser de formule, on va simplement chercher la valeur qui atténue la valeur de plomb. Donc on va prendre un écran de plomb, voilà, ici on prend le plomb, et on va chercher la valeur qui atténue d'un facteur 2. Le facteur d'atténuation s'écrira ici. Alors, on va utiliser une méthode solveur, c'est-à-dire on va essayer une première valeur, et si c'est passé, on augmentera, etc., jusqu'à s'approcher par, par dichotomie, je dirais, d'une valeur acceptable. Alors, la valeur de départ, comme tout solveur, ben, on peut essayer on peut essayer, par exemple, ben, la valeur proposée par ChatGPT, 0,03 cm, hein, 0,3 mm, et si on fait le calcul, ben, on a 1,33, donc c'est pas assez. Hein. On peut doubler, on va passer à 0,06 cm, hop, 1,66, c'est pas encore suffisant. Allez, on va rajouter 0,3 mm, donc 0,09.
Voilà, bon, on s'approche, 1,96, c'est admissible. Alors moi j'ai un petit peu de, hein, j'ai pris le temps, voilà, et donc on affinant un petit peu, donc 0,095 cm, on arrive à un facteur d'atténuation de 2,01, donc c'est admissible, hein, on est à 102 millisieverts par heure. Alors, une remarque là maintenant, cette valeur d'atténuation, elle est calculée build-up inclus, c'est écrit ici. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le build-up, alors je ne vais pas revenir hein, sur le concept de build-up, c'est la prise en compte de la diffusion, d'accord, ou de la fluorescence X dans le plomb, hein, le build-up est égal à 1,15. Alors, en fait, lorsqu'on prend 0,095 cm de plomb, l'atténuation hors build-up, on voit que c'est, on passe non pas à 100 millisieverts, mais à 89 millisieverts. Hein. Donc, hein, l'idée, c'est que lorsqu'on a, voilà, on part d'un débit de dose qui est là, on met un écran, on atténue en ligne droite exponentiellement UX, on baisse, et avec le build-up, ça remonte un petit peu. Donc ici, hors build-up, on atténue trop. Mais le build-up fait remonter, hein, fait remonter ici, d'accord? Si on voulait calculer une couche de demi-atténuation hors build-up, il faudrait que l'on ait ici 100 millisieverts, c'est-à-dire qu'on mette moins de plomb. Et alors, tout calcul fait, on trouve 0,072. Hein, si on prend cette valeur-là, plus petite, effectivement, on a ici 103 millisieverts pour un débit de dose initiale de 206. Sauf qu'avec le build-up, on remonte et on trouve 115 millisieverts. Et donc, ben, on n'atténue pas assez. Et c'est pour ça qu'il faut rajouter un petit peu de plomb à cette valeur-là de 0,072 pour compenser le build-up. Hein, ce qui fait qu'on doit passer à 0,95. D'accord? Voilà. Donc, attention, la couche de demi-atténuation, on peut la donner avec build-up inclus, ou hors build-up. D'accord? On y reviendra, la formule utilisée par ChatGPT, en fait, c'est un build, ça donne une valeur de CDA hors build-up. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Mais il fallait que ce soit dit. On y reviendra plus tard à tout ça. Bien, je reviens à ça, donc avec Dosimex, hein, on trouve donc 0,095, c'est-à-dire globalement 3 fois plus que ChatGPT. Donc maintenant, ben, on va tester les deux solutions. Qui a raison? Donc on va aller chercher Réexpert. Voilà. On va mettre donc l'écran de plomb ici, il est là, on va le mettre en solide. Il était en, hein, il était en air, on va le mettre en plomb. Voilà. C'est du plomb. Les dimensions, ah ben on va commencer par tester 0,03 cm, c'est la valeur de ChatGPT, on valide. On lance le calcul. Alors, précisons qu'on est on est à 200 millisieverts, d'accord? Et on a 200 millisieverts hors écran de plomb, donc on attend 100 millisieverts. Alors, est-ce que ça va marcher? C'est parti. Voilà. Tac. Voilà, on voit qu'on tourne autour de plutôt 150. Hein. Voilà. On attend que ça se termine. Voilà. Ça calcule assez vite. Hein. On prend un petit peu plus de temps. Et donc, on arrive à 157. Voilà. Si on revient ici, on arrive à 157 millisieverts par heure. J'insiste, pour 100 millisieverts attendus a priori. Maintenant, on revient sur Expert et on va tester la solution Dosimex, à savoir une épaisseur de 0,095 cm. Trompé. Voilà. On valide, on lance le calcul. C'est parti. Et on arrive, on va voir, on arrive à 100 millisieverts, tout rond, d'accord? Donc ici, je reviens ici. Donc la solution avec la solution proposée par donc avec Réexpert, pardon, la solution ChatGPT, on a un facteur d'atténuation de 1,3 pour 2 attendus.
Voilà, donc c'est pas bon. Avec Dosimex, la solution de Dosimex, on est à 100 millisieverts, ce qui nous donne donc pile poil 200 divisé par 100, c'est égal à 2. D'accord. Voilà. Et donc ça c'est correct. Voilà. Donc, alors juste une remarque, hein, si on va chercher dans la littérature, par exemple dans cet article de référence, sur les sources de gamma-graphie, hein, on trouve pour le sélénium 75, l'épaisseur moitié dans le plomb, c'est bien 1 mm. D'accord. Donc voilà le résultat, hein, facteur 1.3 pour ChatGPT, facteur 2 pour Dosimex, validé par expert. Donc là encore, ben voilà, il n'y a pas photo. Le point, il est pour Dosimex. Donc on est à 2 à 0 pour l'instant. Alors là encore, l'analyse des erreurs techniques commises par ChatGPT, on va voir que c'est encore de l'ordre, je dirais, ce sont des erreurs, non pas tant sur le raisonnement, mais plutôt sur les constantes. Donc effectivement, là, il utilise la formule classique log de 2 sur mu. Alors, c'est bien, c'est admissible, ça donne quand même une couche de demi-atténuation calculée hors build. C'est déjà un petit défaut, mais pour l'instant, c'est pas dramatique. Hein, d'accord. Alors là, ensuite, il faut aller chercher la valeur de mu, du coefficient d'atténuation linéique. Il s'appuie sur une énergie moyenne d'environ 265 keV. Il parle de ligne gamma principale, c'est pas très précis, et il trouve un coefficient d'atténuation linéique de 22,7 cm-1. Alors en fait, à cette énergie-là, le coefficient d'atténuation linéique, c'est plutôt 5,5 cm-1. Ce qui fait qu'en appliquant cette formule ici, ben on devrait plutôt trouver 0,13 cm, qui est un petit peu meilleur, je dirais. C'est pas encore ça, c'est un peu trop, mais voilà. Mais voilà, constat, c'est que l'erreur, elle est commise, là encore, sur les constantes, notamment sur le coefficient d'atténuation linéique ici. Et un petit peu sur l'émission moyenne. Alors, si on teste 0,13, on a une atténuation de 2,45. À la limite, il vaut mieux prendre cette couche de demi-atténuation. On atténue trop, mais c'est mieux que de moins atténuer que prévu. Mais bon, voilà. Donc là encore, le raisonnement tient la route, hein, c'est bien, c'est même assez impressionnant, d'accord, mais il y a des erreurs sur les constantes. Troisième round, nombre de CDA pour atténuer d'un facteur 1000 et vérification. Alors, question posée à ChatGPT, combien de couches de demi-atténuation faut-il pour diviser d'un facteur 1000? Et là, il donne une réponse. Alors, l'analyse est simple, hein. Il dit que 1 sur 2 puissance n, c'est 1 sur 1000, donc 2 puissance n, il faut que 2 puissance n, petit n, c'est le nombre de couches de demi-atténuation, soit égal à 1000. Donc, il dit en prenant le logarithme, etc., il arrive à 9,97 couches de demi-atténuation, qu'il arrondit à 10. En effet, 2 puissance 10, c'est 1024, et on va accepter cette valeur-là, proche de 1000, et dire, ben voilà, il faut 10 couches de demi-atténuation. Et ça, bah, le raisonnement, là encore, il est classique. C'est ce raisonnement-là que je voulais venir interroger. On y reviendra, d'accord. Donc, il faut 10 couches de demi-atténuation. OK. Hein, donc ça, ce raisonnement-là, on le trouve, c'est dit dans toutes les formations. Une couche de demi-atténuation divise par 2, 2 CDA divise par 4, etc. Et petit n CDA, ça divise par 2 puissance n. Voilà. Bon. Alors, je mets un pouce, mais on y reviendra, d'accord. Alors, si on calcule maintenant, si on teste si on teste les valeurs de CDA proposées par ChatGPT, puis par Dosimex. Alors, vous pourrez me dire, oui, mais on a vu que la CDA calculée par ChatGPT, elle n'est pas bonne. Donc, automatiquement, 10 CDA, ça ne sera pas bon non plus. OK. Alors, attendez, vous allez voir. Hein. L'idée, c'est de ne pas punir deux fois ChatGPT pour une même erreur. D'accord. Donc, la valeur attendue, si ça marche, on attend 200 microsieverts par heure. Donc on va tester 3 mm avec l'expert. Voilà. Donc on reprend notre écran de plomb et on va lui donner une épaisseur de 0,3 cm. On valide. On lance le calcul. Voilà, c'est parti. C'est un petit peu plus lent parce qu'il faut traiter les interactions des photons dans l'écran. Et pour l'instant, là on est en sieverts par heure, hein, donc on attend du
du 2-10-4, hein, on est à 3-10-2, on est aux alentours voilà, on est à 39 millisieverts par heure en fait, d'accord. Voilà. Donc si on vient ici, avec ChatGPT, on est à 39,5 millisieverts, ce qui veut dire qu'on a une atténuation de 5 alors qu'on attendait 1000. Le facteur d'erreur c'est 200. Donc là ça commence à piquer quand même, hein, d'accord. Voilà. Bon, on va ensuite tester la valeur proposée par Dosimax, qui est la valeur correcte de couche de demi-atténuation. Et c'est peut-être là qu'est la surprise. Hein. Donc on va reprendre une épaisseur en plomb de 0,95, donc on est quasiment 1 cm. Hein. D'accord. Donc ça s'épaissit, voilà, ça s'épaissit significativement. On relance le calcul. Je rappelle qu'on attend 200 microsieverts toujours, et que la théorie nous dit qu'on devrait les atteindre. C'est parti. Et pour l'instant, on est aux alentours de 3,10-4 et non pas de 2,10-3, pardon, hein, c'est-à-dire aux alentours de 3 millisieverts et non pas de 100 microsieverts par heure. Voilà, donc on attend, ça converge, l'incertitude statistique baisse. Voilà. Et on arrive à cette valeur-là, donc de l'ordre de 3,7 millisieverts par heure. Donc pour la valeur proposée par Dosimex, bon, on a 3,4 millisieverts par heure. Là, je vais compter un petit peu plus longtemps. Hein, mais, bon, ouais. Donc en fait, on atténue d'un facteur 60 et non pas 1000. Hein, donc c'est très mauvais là encore. C'est moins pire. Hein, le facteur d'erreur est de 16 et non pas de 200. Mais bah, c'est mauvais aussi. C'est pas bon. Ça ne marche absolument pas. D'accord. Et c'est peut-être là le scoop. Hein. On va y revenir. C'est que même avec la bonne couche de demi-atténuation, la loi qui dit qu'avec petit un écran on divise par 2 puissance n, ça ne marche pas. D'accord. Alors juste une remarque hein, pour dire que Dosimex ça marche bien. Avec 3 mm, on avait avec Dosimex avec RxPer, pardon, 39,5 millisieverts par heure. Et là, on a 37 millisieverts par heure, donc ça marche bien. D'accord. Et puis avec 9,5 mm, avec RxPer 3,4 millisieverts par heure, avec Dosimex 3,8. Donc tout ça pour dire que Dosimex est validé versus RxPer, mais on n'a pas attendu cette petite manip pour le faire. Hein. Donc ça marche. Alors, concernant donc les résultats du round 3, je dirais qu'il y a égalité parce que personne n'emporte le point. ChatGPT, avec la valeur proposée par ChatGPT, on se trompe d'un facteur 200 avec la valeur proposée par Dosimex, qui, j'insiste, est la bonne valeur de la couche de demi-atténuation du sélénium 75 dans le plomb. Ça ne marche pas non plus. D'accord. Voilà. Donc on reste à 2 à 0. Alors là, ce qui va être intéressant, c'est d'analyser les erreurs, ce que j'appelle des erreurs massives. Hein. Et puis, ce que l'on peut dire, c'est que l'utilisation standard de la CDA, et c'est ça que je voulais interroger, moi, via ChatGPT, pour montrer qu'effectivement, on retrouve ça. Le raisonnement du type, une CDA divise par 2, 2 CDA divise par 4, n CDA divise par 2 puissance n, ben, ça repose sur la loi d'atténuation classique hors build-up, hein, c'est-à-dire que 1 sur le facteur d'atténuation est égal à exponentielle moins mu x. Cette relation-là, on peut l'inverser et on trouve que x, c'est le logarithme du facteur d'atténuation attendu divisé par mu. D'accord. Par exemple, avec le facteur 1,5, hein, voilà, on trouve x est égal à log de 2 sur 1. Alors ça, je le dis, je répète, dans ce modèle-là, la CDA que l'on obtient, c'est la couche de demi-atténuation hors effet de bulle. Donc il y a déjà une petite erreur, mais bon, voilà, on y reviendra. D'accord. L'erreur principale ici, elle n'est pas là. Lorsqu'on applique cette formule-là pour calculer la couche de demi-atténuation, cette loi, ce que l'on peut dire, c'est que cette loi, elle est valable pour une énergie donnée, ce qui exclut les émetteurs multigamma comme le sélénium 75. D'accord. Alors, on peut raisonner sur une énergie moyenne du spectre, ça marchera pour une CDA, mais après, ça ne tient, ça ne marche pas. D'accord.
Alors, le sélénium 75, voilà, c'est bien un émetteur multigamma. Il a deux raies principales, 264 keV, 136 keV, environ 58% chacune, hein, égalité. Et on peut noter une raie à 400 keV avec une intensité de 11%. Et cette loi, elle est valable aussi si on ne tient pas compte du build-up. Mais le build-up, c'est pas un choix, hein, il existe toujours physiquement. Hein. Par exemple, avec un code comme RxPer, on ne calcule pas le build-up. Le build-up, il est pris en compte naturellement parce que ces codes Monte Carlo prennent en compte naturellement la diffusion, ce qui fait leur force au demeurant. D'accord? La loi d'atténuation avec build-up, en fait, c'est 1 sur facteur d'atténuation. C'est le build-up qui dépend de μx, à une énergie donnée dans un matériau donné, fois exponentielle moins μx. Et cette relation-là, elle est non inversible. D'accord? C'est pour ça que pour trouver la bonne épaisseur pour un facteur d'atténuation donné, il faut une méthode de solver. D'accord? Donc il faut essayer plusieurs valeurs. Donc ça peut s'intégrer dans une boucle informatique, hein, et on va augmenter l'épaisseur jusqu'à obtenir le facteur d'atténuation demandé. D'accord? Mais c'est non inversible, hein, ça c'est important à noter. Alors, ce qui rend illusoire l'utilisation de la CDA pour un émetteur multigamma, c'est ce qu'on appelle le durcissement de spectre, d'accord? Et ce durcissement de spectre, on peut le mettre en évidence dans une expérience, donc c'est mesurable. Si on prend par exemple une source de sélénium 75 qui serait livrée avec une petite enveloppe en plomb d'1 cm d'épaisseur. Voilà. C'est la source, elle est livrée comme ça, le plomb fait partie intégrante de la source en soi. Donc il y a déjà 1 cm de plomb. Et maintenant, derrière cette source protégée, hein, source scellée, protégée, l'objectif serait de calculer la couche de demi-atténuation de cette source-là. Donc ça, on va le faire avec Dosimex, puisque je vous ai montré que c'était validé. Pourquoi? Parce qu'avec 1 cm de plomb, il faudrait calculer beaucoup plus longtemps. Alors comment on va faire? On va dire, voilà, il y a déjà 1 cm de plomb, et avec 1 cm de plomb, on a un débit d'os de 3,3 millisieverts par heure. Si maintenant, si la couche de demi-atténuation, son objectif, ça sera de diviser cette valeur par 2, donc d'obtenir quelque chose de l'ordre de 1,7 à peu près. D'accord? Si on rajoute la couche de demi-atténuation calculée précédemment, qui est de l'ordre de 1 mm, hein, donc vous voyez, le coefficient d'atténuation pour l'instant il est de 62, on devrait passer à un coefficient de l'ordre de 120. Voilà, si on rajoute la couche de demi-atténuation donnée dans toute la littérature qui est égale à 1 mm, ben, ça ne marche pas. D'accord? On n'atténue pas assez. Et en fait, la couche de demi-atténuation, maintenant, eh ben, il faut rajouter en fait 3 mm. Voilà. Donc là, ça marche mieux. D'accord? On a atténué d'un facteur de l'ordre de 2. Ce qui veut dire que maintenant, avec son enveloppe en plomb d'1 cm, la couche de demi-atténuation de cette source, maintenant, c'est 3 mm. Hein, c'est ce qu'on appelle l'effet de durcissement de spectre. Et pour mettre ça en évidence, hein, je vais le faire ici avec un petit outil, un petit tableur. Voilà, qui est là. Voilà. Là, ce que je vous présente ici, là, alors vous avez les énergies, hein, les énergies du sélénium 75 avec les intensités d'émission initiales. Et puis, on va calculer, pour une épaisseur de plomb donnée, le facteur d'atténuation Ré énergie par énergie. Et pour chaque énergie, on va calculer l'indice de dose. D'accord? Et alors, on va normaliser pour que la somme des indices de dose fasse toujours 100%. Et on obtient ici ce spectre en indice de dose pour chaque pic. Et ce que l'on voit lorsqu'il n'y a pas de plomb, c'est que la raie dominante, celle qui fait effectivement la dose pour l'essentiel, hein, mais 42%, c'est le 264 keV. Alors, on peut raisonner aussi sur l'énergie moyenne. Hein. Alors, l'énergie moyenne du spectre pondérée par les intensités, c'est 218 keV. Et l'intensité totale, c'est la somme des intensités, c'est 167 keV. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque l'épaisseur de plomb augmente? Eh bien, ce que l'on va voir, c'est que, regardez déjà le 121 keV, alors lui, il va disparaître rapidement. Vous voyez, pour simplement... alors, si on prend 0,3 mm, ce qui était la CDA proposée par ChatGPT, on a un facteur d'atténuation en dose de 1,4, ce que l'on avait à peu près.
Ça tient aussi pour le pic moyen, d'accord? Et on voit que déjà le 121 keV a bien baissé. Et si on va jusqu'à 1 cm, 0,9, voilà, là on a un facteur d'atténuation. Alors là c'est calculé hors build-up, hein, mais on a un facteur d'atténuation de l'ordre de 2,1, à peu près le même pour le pic moyen, d'accord? Et ce que l'on voit, c'est que les indices de dose derrière sont modifiés parce que tout simplement, ben, les fortes énergies sont moins atténuées que les faibles énergies. Et comme là, on joue avec des exponentielles, ça va aller assez vite. Alors qu'est-ce qui se passe si on insiste? D'accord? Ben, on voit que ce 400 keV là, qui au départ faisait rien du tout, hein, d'accord? Fait moins de, allez, si on revient à zéro, regardez le 400 keV, on va accélérer le processus, il fait 12% en dose. Si on augmente l'épaisseur de plomb, voilà, arriver à 1 cm, par exemple, 5 mm, 6 mm, arriver à 1 cm, ben c'est lui qui mène la danse, hein. Ça veut dire qu'à partir d'une certaine épaisseur, notamment dans le petit exercice proposé précédemment, à 1 cm d'épaisseur, on voit que c'est le 400 keV qui mène la danse. Donc l'atténuation, elle sera calculée sur le coefficient d'atténuation linéique du 400 keV. Donc c'est pour ça qu'on va trouver 3 mm en couche de demi-atténuation. Et à partir de cette épaisseur-là, effectivement, donc le spectre est durci, hein, on voit les coefficients d'atténuation là qui sont très différents, d'accord? Voilà, là on est à un facteur d'atténuation de l'ordre de 105. On voit que si on calcule sur un pic moyen, ça ne tient plus du tout le choc, d'accord? Globalement, c'est ici la dose, c'est une somme d'exponentielles avec des coefficients différents, d'accord? Donc ça, et on ne peut pas résumer ça avec une valeur moyenne, hein, c'est non linéaire, d'accord? La fonction de la moyenne, c'est pas la moyenne de la fonction. Donc il faut raisonner en gardant le spectre complet, en raisonnant sur chaque énergie, en calculant les atténuations individuelles, etc. Et en faisant les doses pour chaque énergie, et à la fin, on fait la somme de tout ça. On a la dose finale. Donc, il n'y a pas d'autre choix. D'accord. Voilà. Alors, on a pareil, juste une petite remarque hein, pour l'iridium 192, qui est aussi utilisé en gammographie. Alors, vous voyez, l'iridium 192, il a une énergie à 1069 keV avec une intensité de 0,1%. Donc, au départ, il ne fait rien. Mais si on rajoute du plomb, ben, on va retrouver cet effet de durcissement de spectre. Les faibles énergies s'écrasent, ne sortent plus. Et puis assez rapidement, lorsqu'on met quelques centimètres, ben c'est cette énergie à 1069 keV qui va mener la danse. Alors bon, le facteur d'atténuation est très élevé, mais à partir de quelques centimètres, il faudra compter, le spectre est très durci, et c'est le 1069 keV qui mène la danse. D'accord. Donc voilà pour cet effet de durcissement de spectre, que l'on rencontre aussi beaucoup avec les spectres X, hein, qui sont des spectres continus, et qu'on va durcir lorsqu'on met du plomb ou tout autre écran au demeurant. Donc voilà pour cette histoire de durcissement de spectre qui rend illusoire le concept de CDA. D'accord. Si on calcule, si on compare l'évolution réelle de l'atténuation, donc c'est la courbe rouge, donc avec un calcul avec Ré-Expert ou avec Dosimax, en tenant compte du build-up bien sûr, avec une loi en 2 puissance n, en utilisant le concept de CDA, ben voici les écarts que l'on trouve. D'accord. Ah, ça marche bien avec la théorie, hein, la théorie c'est la loi en bleu, à 10 CDA, on a atteint d'un facteur 1000, sauf que ben, on a vu qu'en fait, même en partant de la bonne CDA, on a atténué d'un facteur 60 qui est là. Alors on pourrait dire, bon, au début ça diverge à partir de 6-7 CDA, mais oui, mais non. Hein, si on zoome sur cette partie-là, on se rend compte que même avec 4 CDA, ben voilà, avec la loi théorique en 2 puissance n, on devrait atténuer d'un facteur 16, mais en réalité, on n'atténue que d'un facteur 8. Donc il y a déjà un écart, il y a un facteur 2 entre les deux. On peut dire que ça marche à peu près jusqu'à 3 CDA, en clignant un petit peu des yeux, hein, d'accord. En fait, si on voulait être plus rigoureux, il ne faudrait pas dépasser 2 CDA. Voilà, donc là, on a une quasi-linéarité, mais après on part dans les exponentielles et c'est plus. Donc, chose importante, ce mantra, petit n CDA divise par 2 puissance n, notamment avec les émetteurs multigamma, et c'est la majorité, ça ne marche pas. Voilà. Donc, c'est ce que j'appelle la fin d'un mythe. Hein, voilà. Donc, je ne sais pas si je fais l'hypothèse que ça reste très souvent dit en formation, mais utiliser les CDA pour dimensionner des protections, c'est
Ça va jusqu'à 1, 2, 3 CDA maximum, et après vous risquez de totalement sous-estimer la protection apportée. D'accord? Alors, quatrième rang, on va essayer de faire un calcul direct pour atténuer d'un facteur 1000 sans utiliser le concept de CDA dont on avait vu que pour le sélénium et tout émetteur multigamma, il était absolument pas bon du tout. Donc la question posée, c'est quelle épaisseur de plomb faut-il pour atténuer le débit d'os d'une source de sélénium par un facteur 1000? Alors, réponse de ChatGPT, il est bien conscient que, enfin, il est conscient de rien, ChatGPT, mais on va dire, il est conscient que c'est un spectre multigamma, donc il fait une moyenne pondérée des coefficients d'atténuation linéique. Alors ça, j'avais jamais vu, je ne m'y serais pas amusé. Et là encore, faire une moyenne pour dire la moyenne d'une somme d'exponentielles, c'est l'exponentielle de la moyenne, ça tient pas. Ça tient pour des faibles valeurs mais de x, mais ensuite ça tient plus. C'est non linéaire. Donc voilà. Donc il arrive à un coefficient d'atténuation qu'il appelle effectif. Alors il fait proprement une moyenne pondérée, hein, c'est bien les moyennes pondérées, mais là c'est le principe qui ne marche pas. Donc il obtient un mu effectif et qui lui donne alors il fait log de 1000 sur ce mu effectif. D'accord? Ok, on a vu précédemment que c'est ce qu'il fallait faire pour un facteur d'atténuation de 1000. Et il obtient 0,5 cm. Alors, notons que ici, ce calcul-là, log de 1000 sur mu, en fait, c'est log de 2 puissance 10 sur mu, propriété élémentaire du logarithme, l'exposant sort, donc c'est 10 fois log de 2 sur mu, donc c'est 10 CDA. C'est-à-dire que dans ce calcul-là, implicitement, on réintroduit le concept de CDA. Donc ça ne va pas marcher. Qui plus est, il se plante à nouveau sur voilà, cette valeur moyenne du coefficient d'atténuation, c'est pas bon du tout, ça lui donne une valeur de 0,53 cm. Ce qui veut dire que la CDA, s'il a recalculé, il trouverait, au lieu de trouver 0,3 mm, il trouverait 0,5 mm. C'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Donc, c'est pas la peine d'essayer, on sait que ça ne marchera pas. Voilà, d'accord. Donc, ça marche pas. Alors maintenant, pour trouver la bonne valeur de l'épaisseur de plomb pour atténuer d'un facteur 1000 avec Dosimex, voilà, donc on recommence, voilà, on se met en source ponctuelle. Sélénium 75, activité donc 3E12, 3 Tera, on valide, on lance le calcul, on vérifie, donc on part bien de 206 millisieverts par heure, on veut 200 microsieverts par heure, et là, à nouveau, il n'y a pas de formule qu'on va inverser, on va appliquer une méthode solver, hein, c'est-à-dire par progression. Alors, on peut partir par exemple, à 1 cm, on a vu que ça ne marchait pas, on a un facteur d'atténuation de 61, on peut doubler. En général, d'expérience, hein, pour trouver une épaisseur nécessaire et suffisante pour atténuer d'un facteur attendu, c'est 3, 4, 5 coups, on y arrive, hein, globalement. Alors 2 cm, on est à 727 d'atténuation, c'est bien. Alors en prenant le temps d'affiner, en fait, voilà, pour avoir vraiment, j'ai trouvé plus de 5 coups, mais 2,17 cm pour être précis. On a 204 microsieverts par heure, vous voyez, on a un facteur d'atténuation de 1010, voilà, c'est acceptable. D'accord, voilà. Donc 2,17. Alors, est-ce que, donc 2,17, on a bien un facteur d'atténuation de 1000. Maintenant, ben, on va tester cette solution-là avec RayExpert. Alors, je ne vais pas lancer le calcul parce que là, ça a tourné pendant 2 heures, hein, d'accord, pour obtenir un résultat. Et on obtenait 164 microsieverts par heure pour 200 microsieverts attendus. Hein, donc, ça nous fait un facteur d'atténuation. Alors, pour la solution proposée avec ChatGPT 0,53 cm, on obtient 15 millisieverts par heure. Avec 2,17, on obtient 204 microsieverts par heure et la même valeur avec RayExpert, on obtient 164 microsieverts par heure. Donc il y a un écart, mais voilà, on est dans du 20% d'écart. Là, à ce niveau-là, c'est admissible. Hein. Donc le point, effectivement, ben, à nouveau, il est sans doute aucun, il est pour Dosimex. Donc fin du combat, 3-0. D'accord. Donc on va dire que Dosimex l'emporte haut la main. Et voilà. Alors, une dernière remarque
presque dernière remarque. D'accord. Le concept de CA ne marche pas du tout avec les émetteurs multigamma au-delà de 3 CDR, voire 2 CDR. Hein. Alors moi je disais souvent, ça c'est quelque chose que je dis souvent en formation, n'utilisez pas ce concept-là pour les émetteurs multigamma, c'est non linéaire, ça ne marche pas, etc. Durcissement de spectre. Et je disais, ça doit marcher à peu près pour les émetteurs mono-énergétiques. Sur le papier, pour les émetteurs mono-énergétiques, on se dit, bon, ça doit tenir le choc. D'accord. Mais comme je ne l'avais jamais testé, parce que c'est une méthode, je n'utilise pas les CDA, le concept de CDA pour faire du dimensionnement de protection. J'utilise Dosimex ou Réexpert, naturellement. D'accord. En fait, je n'avais jamais testé. Donc là, j'ai testé. J'ai dit, bon, ben, on va quand même vérifier si ça tient la route. D'accord. Hein, donc les émetteurs mono-énergétiques, c'est pas les plus fréquents, hein, c'est pas les plus nombreux. Il y a le césium 137, le technétium 99M, utilisé en médecine nucléaire avec son 140 keV. Le cobalt 60, bon, il a deux énergies mais très proches, hein, 1173, 1332, donc il est quasi mono-énergétique. Donc on pourrait penser que ça tient la route. Alors moi j'ai testé le technétium 99M, d'accord. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Hein. Donc là, ici, vous avez en rouge, vous avez l'atténuation réelle. Alors, calculée avec Dosimax ou avec Rexpert, ce que vous voulez, avec un code. C'est-à-dire, voilà, c'est l'atténuation réelle. Il n'y a pas de concept de sous-jacent de CDA derrière. Là, en courbe bleue, comme précédemment, c'est la loi théorique en 2 puissance n. Hein, d'accord. Ici, on arrive à 1000. Et là, on va voir, c'est une autre courbe qui est dessous. On va préciser. Donc, vous voyez que ça ne tient pas du tout la route. Hein. Alors, on pourrait dire, bon, ça marche bien ici. Alors, si on zoome, ça marche beaucoup moins bien. D'accord. Alors, la courbe en rouge, c'est calculé avec une couche de demi-atténuation, calculée avec build-up. Donc, la CDA pour le 140 keV du technétium, c'est 0,38 mm. D'accord. Donc, bon, on va trouver des atténuations beaucoup plus élevées qu'attendues. Ici. Si on prend la CDA calculée sans build-up, qui est de 0,025, c'est cette courbe-là, ben on atténue pas assez par rapport à la loi 2 sur n. Hein. Alors j'insiste, quand je dis on atténue trop, par rapport à la loi théorique attendue. Hein. Ça c'est la loi en 2 puissance n. Hein. Ça c'est la réalité. D'accord. Voilà. Donc si on a, ce sont ces valeurs-là qui sont mauvaises. Pour 4 CDA, ici la loi en 2 puissance n, c'est on attend un facteur d'atténuation de 16. En réalité, ça sera un facteur d'atténuation de 36. D'accord. Je dirais que ça va dans le bon sens, mais et si on prend la CDA sans build-up, on a un facteur d'atténuation de 9. Donc, déjà, on voit qu'à 4 CDA, de toute façon, c'est pas bon pour une courbe ou l'autre. La loi en 2 puissance n ne tient pas la route. D'accord. Donc, c'est réellement la fin d'un mythe. Hein, et contrairement à ce que je disais précédemment, ben, même avec les émetteurs mono-énergétiques, le concept de CDA, ça ne faut pas dépasser 3 CDA et encore. D'accord. Voilà, en croisant les doigts. Alors, pour enterrer définitivement l'approche CDA, je vous propose une petite expérience finale. Je reviens sur Dosimax GX. Alors, vous allez voir, je vais prendre, je vais prendre ici. Voilà, alors, on va changer de géométrie en fait. Hein. Voilà, c'est l'idée. On va prendre une source surfacique. Hein, ce qu'on avait calculé tout en source ponctuelle. D'accord. Source ponctuelle, c'est bien, mais c'est pas toujours admissible. Hein. Donc on va reprendre le sélénium 75, on va reprendre donc 75, on va reprendre 3 Tbq, 12, on valide, d'accord. On va prendre une surface, on va garder ce rayon de 100 cm, de 1 mètre, d'accord. Alors si on lance le calcul, bah, c'est plus la même valeur, hein. On n'est plus à 200, on est à 143, à 1 mètre. On va calculer, regardez, on va calculer à 1 cm. Voilà, on a ça. On a 1,91 sieverts par heure. Et on va remettre l'écran moitié en plomb de 1 mm. Voilà. Valeur qu'on retrouve dans la littérature, qui est admissible, qui marche bien. Donc logiquement, on devrait avoir, alors je répète, hein, on avait sans écran, on a à peu près 2 sieverts par heure, 1,9. Hein, donc on devrait tourner autour de 1 sievert par heure. Ben, effectivement, eh ben, on atténue beaucoup plus. On atténue quasiment d'un facteur 10.
Donc vous voyez que maintenant, ce qui était la couche de demi-atténuation pour une source ponctuelle, c'est ce qu'on appelle l'écran dixième dans ce cas-là. D'accord? Mais il y a mieux. Si on se met maintenant à... Alors j'ai des valeurs, c'est si on se met à 78 centimètres, d'accord? Sans écran. On lance le calcul, voilà, 78 centimètres, ça me permet de retrouver ces 200 millisieverts par heure, un nombre rond. D'accord? Et si maintenant je mets un écran de 2.17 et 2.17, on attend à ce que ce soit divisé par 1000. Si on lance le calcul, on a 66 microsieverts par heure. Donc en fait, ça divise par 3000 maintenant, et non pas 1000. D'accord? Il y a mieux. Alors rappelez-vous de cette valeur, on a 66 microsieverts. Maintenant, je me mets à 9 centimètres. Et là, lorsque je lance le calcul, ben, j'ai toujours la même valeur. D'accord? Et en fait, sans écran, alors ça on se rapproche, oui, hein. Si on passe de 78 centimètres, voilà, on a 200 microsieverts à 9 centimètres, alors c'est pas une loi 1 sur D2, mais les bidoses augmentent. Et maintenant, si je mets l'écran, ah ben, j'ai la même valeur à 9 centimètres qu'à 78 centimètres. D'accord? Donc ça veut dire que dans cette configuration-là, l'écran qui au départ atténue sur le papier d'un facteur 1000, ici il atténue d'un facteur 15000. D'accord? Donc vous voyez que les calculs de dimensionnement de protection, c'est sans outil de calcul de ce type, c'est totalement illusoire, hein. Donc tout ça pour dire que... alors ça, j'avais fait une vidéo, hein, qui s'appelle DED constant versus distance, donc c'est validé avec ReExpert. C'est surprenant, c'est très surprenant. Moi-même, la première fois, j'avais été surpris. D'accord? Mais il y a une explication. Et donc, on peut dire qu'on peut effectivement enterrer définitivement le concept de CDA, que je déconseille d'utiliser, si ce n'est que ça peut donner une idée d'un radionuclide à l'autre, des capacités d'atténuation, l'ordre de grandeur du plomb qu'il faut pour atténuer de façon significative, mais pas plus, hein, ça ne vous donnera jamais de résultat précis. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie et à la prochaine vidéo.